partager ce 2 heures avec nous pour faire part de ses constats, de ses observations et également de son expérience par rapport aux transactions des entreprises. En fait, dans la région de l'Est du Québec, on entendait beaucoup parler de ce sujet dans les clubs, soit dans l'accélération des ventes ou soit dans un intérêt accru là, par rapport aux opportunités qui sont présentes sur le marché dans un contexte qu'on peut qualifier d'un petit peu plus incertain. Alors, c'est pourquoi on a voulu prendre un temps et vous offrir un temps là, avec un expert pour discuter et vous donner un petit peu plus d'informations sur ce sujet-là. Si toutefois, il y a des choses, vous avez des préoccupations, vous avez des besoins plus particuliers par rapport au sujet, aux éléments qui sont déposés ce matin, je vous invite à en parler à votre accompagnateur, accompagnatrice, là, afin qu'on puisse soit faire un retour avec vous ou faire un sujet un petit peu plus précis dans les clubs, compte tenu qu'on peut ratisser large là, par rapport aux transactions d'entreprise. Alors, je vais passer la parole à Yann, qui va se présenter de manière un petit peu plus précise et amorcer la présentation. Merci Marie-Pierre. Bonjour tout le monde. Bien gentil à vous là, de m'avoir invité ce matin pour vous faire cette présentation qui, j'espère, va être à la hauteur de vos attentes pour vous permettre là, de soulever certaines interrogations puis répondre à vos questions. Juste faire une petite parenthèse, là, dans le fond. Moi, je suis associé chez Blanchette Vachon depuis 3 ans. Je travaille au bureau depuis plus d'une dizaine d'années. On travaille avec une équipe là, totalement dédiée, spécialisée dans l'évaluation et le transfert d'entreprise. Donc, on est une équipe de 8 personnes à l'interne qui fait ça à temps plein chez nous. Donc, vous comprendrez qu'on voit quand même plusieurs transactions au cours d'une année. Puis aujourd'hui, on va vous faire part un petit peu de notre perception du marché, comment ça a bougé au cours des derniers mois, puis un petit peu quelques bonnes pratiques d'affaires là, dans le contexte de transactions d'entreprise. Donc, si je vous partage... Peut-être, Yann, je voyais qu'il y avait Alain Caron qui avait la main levée, donc avant d'amorcer. Oui. Monsieur Caron, aviez-vous une question avant qu'on commence? OK, la main vient de se baisser. C'est parfait. Donc, est-ce qu'on voit bien la présentation? Oui, super. Merci, Yann. Parfait. Donc, si on commence, les transactions d'entreprise, saisir les opportunités en contexte d'incertitude. Êtes-vous prêt? Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble là, avec vous aujourd'hui. Petit plan de la présentation là, pour la prochaine heure. On va vous faire part de nos constats des derniers mois dans le contexte actuel. Quels ont été les impacts de la pandémie sur le processus de transaction d'entreprise? Comment on se prépare pour une transaction d'entreprise, qu'on soit du côté acheteur ou du côté vendeur? Comment on fait pour passer à l'action? Évidemment, on va conclure, on va avoir notre période de questions à la fin là, pour répondre à toutes vos interrogations en lien avec le processus. Donc, si on parle des constats des derniers mois, puis là, je vais être clair avec vous ce matin, là, il n'y a rien de scientifique dans ce que je vais vous présenter, mais c'est seulement le constat que je fais de la pratique actuelle de notre côté, puis des discussions également là, que j'ai eues avec différents partenaires, d'autres gens de l'industrie qui font le même genre de travail que moi. Premier point qu'on a constaté, c'est une hausse du nombre de transactions réalisées ou en cours de réalisation. Je vous dirais, comparativement à la passée, on doit travailler à peu près le double ou un peu moins que le double de transactions sur lesquelles on était impliqué là, à pareille date l'année dernière. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? En fait, le premier point, c'est certain qu'il y a plusieurs transactions là, qui n'ont pas été complétées au mois de mars, avril ou mai dernier. Donc, on rattrape un petit peu le retard de ces transactions-là. Est-ce que un point qu'on a également remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont
remise en question de façon un peu plus sérieuse, un peu plus, qui ont travaillé un petit peu plus leur plan de retraite ou leur plan de prise de conscience accrue qu'on a constatée au cours des derniers mois. Puis peut-être aussi qu'en bout de ligne, c'est seulement c'est l'effet attendu du départ des baby boomers. On sait que ça fait depuis de nombreuses années qu'on entend parler qu'il va y avoir une manne d'entreprises, de transfert d'entreprises, qu'on dirait que le marché a absorbé, qu'on n'a jamais été en mesure de constater les réels impacts. Est-ce que la pandémie a fait en sorte de servir de déclencheur dans ce processus-là? Probablement que oui. Donc, c'est ce qu'on a constaté là, au cours des derniers mois, là, une hausse de l'activité au niveau des transactions d'entreprise. On constate également une consolidation accrue là, au niveau, dans la majorité des secteurs d'activité, que ce soit au niveau concessionnaire automobile, au niveau des services professionnels, de la distribution ou de la fabrication, là, peu importe les secteurs, là, tous secteurs confondus, on constate que beaucoup de transactions sont dans des contextes d'intégration ou de fusion d'opérations. Je vous dirais qu'actuellement, les dossiers qu'on a en cours chez nous, ça représente environ 70% des transactions qu'on travaille actuellement, qui sont des entreprises qui sont dans le même secteur ou dans des secteurs connexes à leurs opérations actuelles. Historiquement, le besoin de consolidation est essentiellement motivé par les besoins de main-d'œuvre, la rareté de main-d'œuvre faisant en sorte qu'un processus d'acquisition nous permettait d'aller chercher une main-d'œuvre supplémentaire là, rapidement. Je vous dirais qu'en contexte de pandémie, les enjeux de main-d'œuvre vont demeurer les mêmes, mais on va également chercher à avoir des gains d'efficacité ou gagner des parts de marché afin d'obtenir des bases de rentabilité qui sont peut-être un peu plus stables ou moins risquées ou tout le moins le plus diversifiées. Si on regarde au niveau du nombre d'acheteurs, au cours des derniers mois, le nombre d'acheteurs potentiels ou le nombre de gens intéressés est demeuré sensiblement le même malgré le contexte. On aurait pu s'attendre à un certain recul ou à un certain désintéressement là, de la volonté d'entrepreneuriat. Ce n'est pas le cas. Je vous dirais que les entreprises qui étaient actives avant le sont encore. Les individus qui cherchaient des entreprises, pour la plupart, en cherchent encore. Le seul endroit où on a vu un certain recul, c'est peut-être au niveau des relèves internes, où on constate qu'il y a peut-être une baisse d'appétit ou une baisse de motivation dans l'intérêt de vouloir prendre la relève au sein d'une entreprise. Ça m'amène peut-être à soulever juste une petite parenthèse. Si vous êtes en processus actuellement d'intégrer de la relève, questionnez-vous sur les réelles motivations des gens qui veulent prendre la relève et assurez-vous de le faire pour les bonnes raisons. Je comprends qu'on a tous des difficultés d'embauche, de recrutement ou de conserver sa main-d'œuvre, mais est-ce que l'intégration ou l'accès à l'actionnariat de la société est la seule et unique raison qui puisse motiver ou faciliter la rétention d'un employé? C'est peut-être un questionnement là, que je vous partage parce qu'un bon employé ne fera pas nécessairement là, un bon entrepreneur ou un bon dirigeant d'entreprise. Donc, c'est ce qui représente un petit peu, là, je vous dirais, les constats des derniers mois. Qu'est-ce que ça a eu comme impact, cette situation actuelle? Bien évidemment, plus de transactions amènent une hausse des opportunités. Puis là, je vous mets en garde, hausse des opportunités ne veut pas nécessairement dire aubaine sur le marché. Je ne sais pas si on avait des chercheurs d'aubaine dans l'auditoire aujourd'hui. Puis je ne vais pas embarquer tout de suite dans le détail parce qu'on va parler un petit peu plus tard là, des impacts sur la valeur de l'entreprise. Mais gardez en tête que les aubaines, c'est peut-être pas la motivation première qui devrait vous motiver ici là, dans le cadre de transactions d'entreprise. Évidemment, les impacts de la pandémie ont amené une perception du risque beaucoup plus grande par toutes les parties prenantes là, qui sont impliquées dans le processus de transfert d'entreprise, que ce soit au niveau de l'établissement, de la valeur de l'entreprise, que ce soit au niveau du financement
ce soit au niveau de la vérification diligente ou dans tout le processus de négociation dans son ensemble, la perception du risque est augmentée. Puis évidemment, qui dit augmentation du risque ou augmentation de la perception du risque, ben, va amener indéniablement une augmentation des délais à chacune des étapes de la transaction. Si on regarde de façon peut-être un peu plus précise ou plus en détail là, des impacts de la pandémie sur les processus de transaction, si on regarde au niveau de la valeur de l'entreprise, un des éléments qu'on a mentionné précédemment, c'était la perception du risque. Donc, les constats, ben, qui dit hausse du risque signifie hausse du rendement exigé. Donc, on parle d'hausse de rendement exigé. Ça se traduit par quoi? Mais ça se traduit par une baisse du multiple. Baisse du multiple égale baisse de valeur. Ça, c'est ce que veut la théorie. Mais concrètement, je vous dirais que les récentes études qu'on a consultées sur DealStats ben, démontrent que oui, les multiples ont diminué, ont chuté de façon quand même importante là, au cours du deuxième quart de 2020, mais qui sont revenus au niveau historique déjà au troisième quart. Donc, on a constaté une baisse, là, puis pour vous donner un ordre de grandeur, les transactions qui ont été répertoriées, qui ont été réalisées là, pendant le deuxième quart de 2020, donc on parle de avril, mai et juin, on parle d'un multiple qui avait été diminué de 1 à 1,5 fois plus bas que les multiples historiques. Mais la tendance a déjà été résorbée. Puis déjà à l'automne, à l'été et à l'automne, les multiples sont déjà revenus à des seuils qu'on avait constatés là, historiquement. Donc, pour les aubaines, j'ai bien peur que le train soit déjà passé, ce qui est quand même encourageant parce qu'on dirait que le marché, en fait, le marché perçoit une reprise incessante ou voit l'avenir d'un bon œil malgré tout. Est-ce que c'est l'effet des sommes injectées par les différents paliers de gouvernement pour soutenir l'économie qui encourage tout ça? Là, écoutez, là, je ne pourrais pas vous dire, mais les constats sont là. Au niveau de la valeur de l'entreprise, évidemment, l'année 2020 ben, rend en sorte que c'est beaucoup plus difficile de déterminer le niveau de rentabilité caractéristique. Quand on parle de rentabilité caractéristique en processus d'évaluation, ce qu'on cherche à déterminer, c'est quelle est la rentabilité qu'une entreprise va être en mesure de maintenir de façon continue ou soutenue pour ces prochaines années. Habituellement, règle générale, l'année 2020, à part quelques exceptions près, soit que l'année 2020 a été moins bonne ou a été de beaucoup meilleure, dépendamment des secteurs dans lesquels nos activités sont impliquées. L'approche simpliste, ça serait peut-être de juste mettre une croix sur l'année 2020 et considérer l'extraire complètement de l'évaluation. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que cette simple approche-là, puis profiter de l'exercice pour prendre le temps de bien comprendre les tenants et aboutissants là, de ce qui drive ou ce qui génère la rentabilité de notre société. Fait que donc, déterminer cette rentabilité-là va emmener un exercice de réflexion peut-être un peu plus supplémentaire au niveau de la valorisation de l'entreprise. Évidemment, que ça ait un impact positif ou négatif, la période de retour à la normale peut avoir une influence ou une incidence sur la valeur de l'entreprise. Dépendamment de l'impact que ça peut avoir, que la situation actuelle a sur vos opérations, ce qu'on a constaté, c'est que il y a des transactions annulées, certaines ont été repoussées. Je ne pense pas qu'il y a de transactions de restaurants ou de gym qui se font actuellement. Donc, par exemple, le timing de la valorisation, le timing de la transaction va être fortement impacté par le moment prévu de la reprise ou du retour à la normale de nos opérations. Ce que ça implique, c'est qu'on se là sur la valeur de l'entreprise, mais qu'est-ce que ça implique concrètement là, dans notre quotidien
dans le processus de transfert d'entreprise, bien évidemment, ça va amener une analyse plus approfondie de la robustesse de la rentabilité. Est-ce que la rentabilité que l'entreprise dégageait historiquement, elle est toujours viable, elle est toujours réaliste, elle est toujours atteignable? Dans le fond, l'idée, c'est quelle est la capacité de l'entreprise à reproduire le même niveau de rentabilité en contexte d'incertitude. Puis est-ce que cette situation-là va perdurer une fois le retour à la normale? Puis on s'entend, il n'y a pas une seule bonne réponse. Chaque industrie, chaque entreprise va avoir été impactée différemment par la pandémie. Et puis, c'est des facteurs qu'il faut prendre en considération qui sont propres à chacune, justement, des industries. Donc, l'analyse plus approfondie. Excuse-moi. Oui. Il y avait une question dans le chat à savoir, on est rendu à quel multiple environ? Peux-tu nous donner une petite idée, règle de pouce? Actuellement, on en est rendu où? C'est sûr que le multiple, ça demeure une question très arbitraire. Puis, dépendamment du secteur, les multiples vont varier de façon importante. Mais je vous dirais, si on regarde là, les analyses de DealStat, si on parle d'un multiple de BEIA pour le troisième quart de 2020, on tournait autour d'un multiple là, légèrement en bas de 5 fois le BEIA, je crois, pour des entreprises privées en général. On était baissé là, autour de 3,7, je crois, là, de mémoire là, pendant le deuxième quart là, de 2020. Mais là, je vous dirais tout de suite, là, prenez ça avec un grain de sel. Chaque industrie, chaque entreprise, les multiples peuvent varier de façon importante en fonction de différents facteurs. Là, donc, une analyse plus approfondie de la rentabilité. Évidemment, on va chercher on va avoir des efforts supplémentaires dans la compréhension de la performance financière de la société. Il faut comprendre que c'est fini le temps où les vendeurs fournissaient 5 années d'état financier, puis ils disaient à l'acheteur, fais-toi une idée avec ça, puis reviens-moi avec un prix. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut prendre le temps de bien comprendre les facteurs qui définissent notre rentabilité. Puis moi, je vous dirais, dans le contexte actuel, si j'étais vendeur, je mettrais beaucoup d'emphase à sortir de l'information sectorielle, présenter mon information financière par produit, par région, pour me permettre justement de bien comprendre mon entreprise, puis bien comprendre ce qui a permis de dégager plus ou moins de rentabilité en période de pandémie. N'oubliez pas que le contexte actuel fait que la perception du risque a changé. Puis la perception du risque en bout de ligne a un impact sur la valeur de votre entreprise. Donc, si vous êtes du côté vendeur, vous avez tout intérêt à minimiser l'impact ou la perception du risque aux yeux d'un acheteur. Tant qu'à parler de risque, bien évidemment, la valeur de l'entreprise en contexte de pandémie, vous avez des incertitudes, bien, va nous amener à faire une analyse un peu plus approfondie des différents facteurs de risque. Évidemment, chaque secteur a ses propres facteurs de risque. Je ne veux pas faire la nomenclature là, nécessairement par secteur, mais il y a quand même des éléments d'ordre un peu plus générique. Exemple, dépendance des ventes envers un client au risque de perdre un client important. On s'attend que les prochains mois, le risque d'avoir un risque de faillite beaucoup plus élevé au niveau des entreprises. Est-ce que ça peut se refléter ou impacter certains de mes clients importants? Quelle est ma récurrence des ventes prévues dans le contexte actuel? Les coûts d'approvisionnement également. C'est quoi la disponibilité de mon approvisionnement? Est-ce que le contexte actuel a eu un impact sur mes prix d'approvisionnement, mes quantités d'approvisionnement, mes délais d'approvisionnement? Tout ça, c'est des risques, des facteurs de risque qui peuvent avoir un impact sur la perception du risque de mon entreprise, puis par défaut là, sur sa valeur. On a également certains
enjeux réglementaires qui sont externes, qui sont hors de contrôle de nos sociétés, qui peuvent avoir un impact là, sur la valeur. Je prends juste l'exemple des résidences pour personnes âgées privées. Quand le gouvernement a décrété une augmentation salariale importante des employés dans l'offre de soins pour les personnes âgées là, dans les CHSLD, évidemment, ça a mis une pression énorme sur les ressources humaines, en fait, sur la masse salariale de nos résidences pour personnes âgées là, qui sont gérées de façon privée. Les règles sanitaires, l'accroissement des règles sanitaires également dans leurs opérations quotidiennes a mis beaucoup de pression également dans ce secteur-là. Donc, comment, puis à mon avis, ces mesures-là, ben, ils vont être là pour perdurer dans le temps. Donc, comment ça va se refléter sur la valeur de l'entreprise? Puis là, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple quand même facile qu'on pouvait illustrer comment des enjeux réglementaires qui sont hors du contrôle de l'entreprise mais peuvent avoir un impact ou une influence là, sur la valeur de votre entreprise. Yann, il y avait une question également dans le chat. Peux-tu nous donner une idée environ de combien de transactions par année il y a au Québec en moyenne? Puis si ce chiffre-là a bougé en période de pandémie? Non, malheureusement, là, je n'ai pas de statistiques à la hauteur provinciale. Ce que je vous disais tantôt, par exemple, c'est qu'actuellement, dans mon volume d'affaires, là, si je le prends à très petite échelle, dans mon volume d'affaires, on a doublé à peu près le volume de transactions qu'on traite avec la même équipe qu'on avait l'année dernière. Puis les discussions que j'ai avec des partenaires ou des gens qui font le même travail que moi, on est sensiblement tous dans le même bateau. Là. Mais en termes d'ordre général ou de statistiques provinciales ou régionales, je n'ai malheureusement pas ces données-là. Au niveau des impacts de la transaction, on a parlé des impacts au niveau de la valeur. Au niveau du financement, qu'est-ce qu'on a constaté au cours des derniers mois? C'est qu'il y a une reprise graduelle de l'appétit des partenaires financiers. Je vais vous avouer que tout était pas mal sur la glace au mois d'avril, mai, juin dernier, que c'était très, très, très difficile de compléter une transaction, d'attacher un financement pour une transaction pendant cette période-là. Je vous dirais qu'actuellement, l'argent est revenu disponible dans le marché, puis que les bons dossiers continuent d'avoir la cote. Je pense que les institutions financières ont voulu prendre un peu de recul, voir un peu ce qui se passait, bien comprendre la situation, puis de mieux par la suite. Ce qu'on constate toutefois, c'est que l'analyse est des dossiers beaucoup plus approfondis. Puis évidemment, tout ça fait en sorte que ça augmente les délais. Puis je vous reviens à un des constats généraux du contexte, c'est la perception du risque. Hein. Donc, perception du risque va amener nos partenaires financiers à être beaucoup plus rigoureux ou plus diligents dans leur processus de vérification. Puis évidemment, mais ça implique qu'on va augmenter les délais de traitement. Au niveau des conditions de financement, ce qu'on a pu remarquer, encore là, c'est basé sur notre expérience des derniers mois. On a senti un léger resserrement des périodes d'amortissement, mais pour les prêts non garantis, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas garantis par des actifs. Si vous financez de l'équipement ou si vous financez actuellement de l'immobilier, vous allez constater que la durée de l'amortissement de vos prêts est sensiblement les mêmes. Sinon même meilleur là, que ce que vous pouviez obtenir là, préalablement là, avant la pandémie. La même chose là, au niveau des taux d'intérêt, très peu d'impact, mais c'est vraiment au niveau des prêts qui sont garantis, donc juste basés sur l'expectative de rentabilité, où ce que là, les périodes qu'on pouvait voir du 7 à 10 ans en fin d'année dernière ou même en début d'année ont tendance à raccourcir un petit peu. Puis, peut-être un peu également une légère hausse des garanties exigées, là, essentiellement au niveau du cautionnement personnel, qui va être peut-être un peu plus exigeant actuellement là, avec nos partenaires financiers. Ce que ça implique, pratico-pratique, dans un processus de transaction,
Le financement demeure quand même accessible, relativement facile à faire. C'est juste qu'on va nécessiter d'avoir une structure financière post-transaction qui est peut-être un peu plus solide. Nos partenaires vont vouloir avoir un petit peu, comment je pourrais dire ça, c'est que historiquement, disons qu'il y avait des banquiers qui étaient plus game que d'autres, puis on était capable de s'étirer un peu plus sur les conditions, sur certaines modalités. Actuellement, je vous dirais qu'on va exiger peut-être une structure financière qui est peut-être un peu plus robuste, un peu plus adéquate, donc des ratios à respecter peut-être un petit peu plus élevés, mais rien de très dramatique, là, je vous dirais. Puis en bout de ligne, c'est simplement pour le bien-être de la société. Quand on parle de nécessité d'une structure financière, là, je vais juste mettre en garde de faire bien attention là, de ne pas se laisser berner là, par tout ce qui est subvention salariale, là, qui est peut-être venu un peu fausser artificiellement la situation actuelle ou votre position financière. Donc, faites attention dans votre propre analyse de votre santé financière, de bien faire abstraction là, de toutes les sommes que vous auriez pu recevoir ou encaisser là, de subventions salariales ou autres. Donc, implication au niveau du financement, sous structure financière plus solide, puis également, là, par défaut, d'avoir une marge de manœuvre un peu plus grande ou supplémentaire là, pour pallier aux imprévus, parce que veut pas, il reste quand même si tout semble vouloir bien se replacer au niveau de transactions d'entreprise, on demeure pas moins qu'on est toujours en période d'incertitude. Au niveau des impacts du processus de transaction, ce qu'on a constaté, c'est que les délais sont allongés. Pourquoi? Si on parlait auparavant, là, en fait, on a toujours parlé d'un horizon là, de 6 à 9 mois là, pour compléter une transaction quand on veut partir là, du début. Je vous dirais qu'avant, on travaillait beaucoup là, plus proche du 6 mois. Je dirais qu'actuellement, on est probablement plus proche du 9 mois, peut-être même un petit peu dépassé. Qu'est-ce qui explique un peu tout ça? C'est sûr que la hausse de la validation, des vérifications, la perception du risque entraîne beaucoup de travail supplémentaire. Puis chacun des intervenants faisant un petit peu plus de travail, mais tout ça mis bout à bout, fait en sorte qu'on allonge un petit peu les délais. Évidemment, il y a une importance beaucoup plus grande de comprendre les enjeux de l'entreprise. Donc, le message que je peux vous dire ce matin, c'est armez-vous de patience, là, mais c'est un processus que je vous dirais qui est quand même normal. À ce stade-ci, c'est difficile de dire si la situation est passagère ou si ça va devenir le nouveau modus operandi dans le contexte de transfert d'entreprise. N'en demeure pas moins que l'exercice n'est pas futile de prendre le temps de bien comprendre puis d'analyser les risques auxquels l'entreprise fait face là, dans un contexte de transaction. On dirait que le contexte d'incertitude actuel va juste amener cette nécessité-là de prendre le temps de bien comprendre l'environnement de l'entreprise et des risques qui y sont associés. Yann, est-ce qu'il y a un moyen de réduire un petit peu ces délais-là qui peuvent sembler longs pour soit les acquéreurs, soit les vendeurs? Très, très bonne question. La prochaine section de la présentation va parler de la préparation, d'être prêt pour une transaction. Si on a une entreprise qui est prête à transiger, vous allez comprendre que ça va de réduire de façon considérable le processus, les délais ou l'exécution d'un processus de transaction. En même temps, je vous dirais, ça prend 2 personnes pour danser, hein? Donc, il faut s'assurer que notre acheteur et notre vendeur soient sur le même pace ou sur la même volonté d'accélérer le processus. Puis là, je vais élargir l'entreprise en incluant tous ses professionnels parce qu'il y a beaucoup d'intervenants dans un processus de transaction. Puis, il faut que tout le monde, faut que le banquier, il faut que l'avocat, le comptable, les fiscalistes, les gens qui font l'évaluation ou la transaction, mais il faut que tout le monde soit commis dans le processus. Idéalement, ce que vous faites dans un processus de transaction,
vous essayez de définir un calendrier, puis un calendrier de réalisation avec les différentes étapes, un calendrier qui est réaliste, puis qui est connu par les deux parties, puis vous essayez de vous en tenir à ce calendrier ou à ces étapes-là. Donc, avec des milestones, avec des étapes préliminaires à atteindre, puis avec un suivi, puis avec des responsables pour chacune des étapes, avec des livrables. Donc, ça devrait vous aider à bien, si ça ne fait pas réduire d'autant le processus ou la durée de la transaction, mais au moins vous allez garder un certain momentum, vous allez être en contrôle un petit peu du calendrier. Évidemment, si on met en place l'ensemble de ces étapes-là, ça peut réduire jusqu'à combien selon ton expérience? Encore là, ça va dépendre de différents facteurs, ça va dépendre des enjeux, ça va dépendre de quelle façon vous voulez travailler. Si on parle de la séquence de transactions, hein, on va avoir le processus, déterminer, analyse préliminaire, détermination de la valorisation. Ce processus-là, mais ça va dépendre de la vitesse à laquelle va être en mesure de transmettre l'information, en quantité et en qualité suffisante pour permettre à l'acheteur de se faire une bonne tête sur la valeur d'entreprise. Après ça, il y a tout le délai de négociation. C'est difficile de dire une négociation va vite aller, puis on va s'entendre en 5 minutes. Habituellement, le temps, c'est pas le meilleur ami en fait, le temps, c'est le meilleur ami de votre négociation. Hein. Fait qu'il faut pas précipiter les choses si vous voulez adresser l'ensemble des éléments que vous voulez adresser. Cette période-là est généralement la durée de cette période-là est généralement très élastique parce que chaque transaction est différente. Puis cette période-là est très difficile à mettre une date proprement dit, en fait, une période fixe de durée. Puis en même temps, jamais au grand jamais, dans le cadre d'une transaction, je vais compromettre une transaction pour réduire mon délai de négociation pour accélérer le processus. Je pense que c'est une étape qui est trop importante. On va prendre le temps de bien la faire. Suite à ça, une fois qu'on s'est entendu sur les grands thèmes, là, on va enclencher le processus de l'acquéreur pour financement et sa vérification diligente. Le processus de financement, on peut prendre facilement de 1 à 2 mois, dépendamment de la complexité ou de la difficulté à obtenir le financement. Et puis, il y a la vérification diligente qui peut se faire soit en parallèle, ou soit avant ou après la démarche de financement, dépendamment de la façon dont notre acheteur va vouloir adresser ces enjeux dans le processus. Puis à la fin, il y a toujours un retour. On referme la boucle, on ferme les derniers points. Il peut y avoir une autre période de négociation pour en arriver à la conclusion. Donc, vous comprenez qu'il y a plusieurs étapes. Chacune de nos étapes va impliquer différents partenaires, va avoir différents enjeux. Puis chacune de nos étapes va un délai ou une durée qui est plus ou moins élastique. L'idée, je pense, c'est d'être bien structuré, d'être bien organisé, d'avoir un calendrier qui est réaliste. Souvent, les gens veulent faire une transaction qui est très, très rapide, mais qu'on oublie de bien lister ou bien de comprendre toutes les étapes qui nous amènent à conclure la transaction. Mais en séquençant ou en ordonnançant vos étapes de transaction, vous allez être en mesure de bien définir votre calendrier. Puis après ça, vous avez le défi ou l'enjeu de s'assurer que tout le monde, tous les parties prenantes à la transaction, va suivre ce calendrier-là. Est-ce que ça répond? Ça a été une grande parenthèse, mais je pense que c'était pertinent pour bien l'expliquer au niveau là, du délai. Est-ce qu'on voit également, si on revient, les délais, ils s'allongent. Ce qu'on a constaté également, c'est qu'il y a un gain de popularité de la clause de contrepartie conditionnelle. Qu'est-ce qu'une contrepartie conditionnelle? En fait, c'est une balance de prix de vente qui est payable conditionnellement là, à l'atteinte de certains paramètres ou de certains objectifs qui peut être basé sur un maintien de niveau de rentabilité, un chiffre d'affaires, un volume d'affaires, des unités vendues. Là, elle peut être modulée là, de la façon que vous voulez. Puis ça, je vous dirais que la contrepartie conditionnelle, c'est une bonne façon des fois
d'adresser une perception de risque qui est différente entre l'acheteur et le vendeur. Mais je vous mets en garde là, parce que ça, c'est bien beau en théorie, là, la contrepartie conditionnelle, mais c'est quelque chose qui est très difficile à négocier ou à faire accepter par notre vendeur. Je pense qu'il faut l'utiliser avec parcimonie, il faut l'utiliser dans des contextes bien précis et particuliers. Je vais vous donner des exemples. J'ai une entreprise à vendre qui a 2 fournisseurs puis qui a 2 clients, qui a uniquement des clients. Donc, vous comprenez qu'on a un risque au niveau de notre approvisionnement. Puis on a un risque de perdre un client qui, par défaut, est un client important parce que j'en ai juste 2. Donc, ma contrepartie conditionnelle pourrait venir faire en sorte que on va vouloir sécuriser un certain volume d'affaires ou un certain volume de rentabilité pour une période de 3-4 années par la suite pour sécuriser le prix de vente. On l'a utilisé également là, dernièrement là, dans une entreprise qui fait de la gestion de l'événementiel. L'entreprise est en transition, est en train de se mettre en place de la gestion d'événements virtuels, mais tous les impacts ou l'impact sur la rentabilité de cette entreprise-là, ce mouvement de modèle d'affaires est peut-être un peu plus difficile à quantifier ou à chiffrer ou à valoriser. Donc, on a convenu de mettre en place une contrepartie conditionnelle pour s'assurer qu'on allait maintenir le même niveau de rentabilité. Mais je vous dirais, une entreprise manufacturière qui a un bon niveau stable de rentabilité, que la pandémie, pour différentes raisons, n'a pas affecté ni à la hausse ni à la baisse sa rentabilité, je vous dirais d'aller exiger une contrepartie conditionnelle n'est peut-être pas nécessairement approprié. Mais c'est quelque chose qui a été quand même largement véhiculé là, par différents groupes là, dans les derniers mois. Fait que je vais quand même prendre le temps de vous en glisser un mot, de vous expliquer là, au moins brièvement là, ce qu'il en était de cette alternative-là. Au niveau de la période de transition, ce qu'on constate, on constate en effet 2 phénomènes inverses. D'une part, on a des entrepreneurs qui ont clairement signifié leur volonté de partir le plus rapidement possible. On parle là, ici d'écœurite aiguë, là, vraiment marquée. Donc, on a vraiment tiré un trait sur notre entreprise pour différentes raisons. Puis on est prêt, puis on souhaite passer à autre chose. Et puis la transition est quelque chose qui est perçu comme étant nécessaire, là, mais que si on pouvait s'en passer, je pense qu'on s'en passerait du point de vue du vendeur. Fait que ça, on a ce changement de mentalité-là. On le voit progressivement qu'il y a une volonté de partir beaucoup plus rapidement. À l'opposé, on a un autre groupe de vendeurs où, dans leur motivation profonde, c'est le désir d'être entrepreneur. Je pense mis en question, mais qu'on continue d'aimer l'entreprise, on continue d'aimer notre travail. Donc, on a des périodes de transition où notre entrepreneur devient carrément un employé de l'entreprise à temps plein puis qui continue pour une durée indéterminée. Donc, on voit vraiment là, au cours des derniers mois, puis actuellement, là, dans les transactions qu'on travaille, ces deux modus operandi-là au niveau de la volonté de transition dans nos cas de transaction. Peut-être un petit mot à la fin là, sur le processus de transaction. Ce qu'on constate, c'est que le processus d'intégration demeure encore malheureusement le parent pauvre du processus d'acquisition. Les entrepreneurs qui sont en processus d'acquisition, ils vont mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'argent dans la négociation des termes de la transaction. Malheureusement, on va en mettre très peu dans le processus d'intégration. Dans un contexte d'incertitude, je vous dirais que l'intégration de notre acquisition devrait être encore beaucoup plus importante, ne serait-ce que pour sécuriser notre investissement, de faire un bon suivi sur les risques associés à l'intégration de cette entreprise-là, puis de valider l'impact sur les ressources humaines, autant de l'entreprise qui a acheté que de l'entreprise qui a été achetée.
je ne veux pas m'embarquer dans tout ce qui est de la gestion de ressources humaines puis de l'émotivité, mais le contexte actuel est quand même difficile ou c'est lourd pour beaucoup de personnes actuellement. Puis il y a un changement majeur, mais peut avoir peut amener ou susciter des craintes supplémentaires au sein là, des employés d'une entreprise qui viennent acheter. Donc, assurez-vous de bien faciliter l'intégration puis de faire les bons suivis de ces employés-là. Même si là, c'est très beau en théorie, là, mais pratico-pratique, quand tout le monde travaille à distance puis qu'on fait une acquisition, c'est pas nécessairement facile de favoriser ou de faciliter l'intégration de nos nouveaux employés, des entreprises qu'on a achetées, quand éventuellement, en bout de temps, là, tout le monde travaille à distance. Mais, je vous dis, la morale de l'histoire ici, c'est de porter attention à votre processus d'intégration, puis peut-être encore plus en contexte d'incertitude. Ceci étant dit, maintenant qu'on a vu un petit peu là, comment le marché a réagi au cours des derniers mois, quels sont les impacts, comment que le processus de transfert d'entreprise s'est adapté à ces conditions-là. On veut valider avec vous, on veut faire un petit reminder de valider, mais si vous êtes prêt en tant qu'acheteur, puis on va regarder du côté vendeur là, par la suite, vous comprendrez que les objectifs ou la préparation n'est pas nécessairement la même. On a fait l'exercice pour deux types de clientèle. Premier point pour un acheteur, définir ses objectifs, vos critères, votre stratégie d'acquisition. Hein. Puis à ce niveau-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Là. Chacun a ses propres motivations, puis éventuellement, ces objectifs-là ou cette stratégie-là, bien, elle va dicter le reste de vos actions dans votre processus de transaction. Hein, que ce soit pour aller chercher des ressources humaines supplémentaires, d'augmenter le volume, d'aller chercher des marchés géographiques, de faire de l'intégration horizontale ou verticale. Peu importe, toutes les raisons sont bonnes, en autant que ça soit en lien avec votre stratégie d'entreprise et surtout de garder le focus que votre acquisition doit en bout de ligne finir par créer de la valeur. On va juste faire une acquisition pour faire une acquisition, mais en bout de ligne, ce qu'on veut, on veut créer de la valeur. On va vous donner un exemple. Un bureau de professionnel, son objectif est d'être en mesure de répondre plus aux besoins grandissants de ses clients. Donc, elle veut aller chercher un volume critique de clients et d'employés suffisamment important pour être en mesure de développer des nouveaux produits pour répondre aux besoins spécifiques de ces nouveaux clients. Donc, on va aller faire des processus d'acquisition en ce sens-là pour augmenter notre masse critique, pour justement offrir des services plus complets à notre clientèle actuelle. Dans ce processus-là, prenez le temps de bien analyser les risques. C'est quoi les enjeux que vous pourriez faire face dans un contexte d'acquisition d'entreprise au niveau de l'intégration des ressources humaines, de la perte de clients potentiels. Je ne suis pas sûr qu'on vend autant de t-shirts, des pads depuis que Tom Brady est rendu à Tampa Bay, par exemple. C'est un exemple un peu imagé, mais c'est un peu la même idée. Là. Si on se porte acquéreur d'une entreprise, est-ce qu'on risque de perdre des clients parce que nos clients préféraient travailler avec notre compétiteur, par exemple? Puis en sachant que c'est nous qui se portent acquéreurs, est-ce que ces clients-là pourraient juste simplement virer le dos à l'entreprise? Quelle va être la réaction de nos compétiteurs dans un contexte où ils nous voient réagir, où ils nous voient grossir? Comment ils vont réagir? Puis est-ce que ça peut avoir des impacts sur nos opérations? Donc, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Identifiez vos joueurs clés, un processus d'acquisition. Ça ne se fait pas tout seul. Puis je comprends qu'en tant qu'entrepreneur, ben, vous avez plusieurs chapeaux, puis vous allez sûrement être impliqué de façon importante dans ce processus-là. Mais l'identification de vos joueurs clés doit être en lien avec vos objectifs, puis vous allez devoir mettre en place des gens dans votre entourage proche, dans votre entreprise, qui vont vous aider autant dans la préparation, l'analyse et l'acquisition elle-même, que dans tout le volet opération, intégration, post-acquisition. Si je reviens avec mon bureau de professionnel qui veut du volume supplémentaire, où ses risques vont être l'intégration de ses ressources humaines, va être la rétention de sa clientèle,
Bon, qui va être responsable de s'assurer que ma clientèle va suivre dans le processus de transaction? Qui va s'assurer que mes employés vont bien s'intégrer, vont être heureux du regroupement post-transaction? Donc, préparez-vous, préparez votre équipe, dédiez des gens dans votre processus d'acquisition et surtout, trouvez une façon de les libérer de leurs tâches, ou en partie au moins, des tâches qu'ils font actuellement dans l'entreprise. Vous savez, un processus d'acquisition, habituellement, vous êtes en mesure de vous faire accompagner à différents niveaux pour tout ce qui est le volet pré-transaction, que ce soit au niveau de l'évaluation, du volet légal, vérification diligente, même le financement. Vous êtes capable d'en faire une partie, vous êtes capable d'en sous-traiter une partie à l'externe. Au jour 1, habituellement, vous devez vous approprier votre acquisition. Puis c'est important d'avoir identifié les bons joueurs qui vont être porteurs de la bonne nouvelle, puis qui vont être porteurs de la progression ou de la suite des opérations. Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est de créer de la valeur. Les joueurs qui sont impliqués vont être en mesure de contribuer efficacement dans le processus d'acquisition. Avant de procéder à une acquisition, avez-vous quantifié votre capacité financière? Bon, vous avez l'objectif de faire des acquisitions pour doubler votre chiffre d'affaires, par exemple. Quel type d'entreprise que je peux cibler? Quelle grosseur d'entreprise que je veux cibler en fonction de la capacité financière de dégager? La connaissez-vous, votre capacité d'emprunt? Est-ce que vous avez discuté avec votre partenaire financier? Quels sont les ratios financiers que votre banquier va regarder? Puis jusqu'où vous êtes en mesure d'aller? Puis là, je ne veux pas rentrer là, dans c'est quoi les bons ratios parce que chaque ratio va être influencé là, en fonction de votre secteur d'activité, de votre taille d'entreprise. Mais votre banquier va être en mesure de vous dire, puis ce qu'il va regarder, ça va être votre ratio d'endettement, c'est votre ratio, ce qu'on appelle le DPI-BAIA, qui est la dette portant intérêt sur le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement. Regardez ces ratios-là, regardez votre position actuelle, puis regardez ce que ça pourrait ressembler de capacité ou de levier financier disponible pour faire les acquisitions. Fait que ça va vous dicter un petit peu le type d'entreprise que vous allez cibler et la grosseur d'entreprise que vous allez cibler. Actuellement, je suis en train de faire l'exercice avec un client qui regarde pour une acquisition importante. On est en train de regarder avec sa structure actuelle de financement, considérant qu'il ne veut pas nécessairement injecter de nouvelles sommes pour faire de projets d'acquisition, jusqu'où il est en mesure de financer la transaction qu'il regarde, de quelle façon ça va impacter ou réduire ses opportunités d'acquisition future. Donc, l'exercice doit se faire. Il peut se faire idéalement, faites-le en amont pour justement bien vous aider dans la détermination ou l'identification de vos cibles d'acquisition potentielle. Évidemment, planifiez le après. Gardez en tête qu'indépendamment de toutes les décisions que vous allez prendre, tous les projets d'acquisition que vous allez faire, gardez en tête comment vous allez sortir, qui va devenir votre acheteur potentiel dans 5, 10, 15 ans, peu importe. On a un client dans le domaine de la construction qui est rendu à un certain niveau où il doit prendre une décision. Et il est soit trop gros pour aller dans les petits contrats, mais il n'est pas assez gros pour aller soumissionner sur les plus gros contrats. Fait qu'il est comme entre deux. Fait que soit qu'il réduit de taille ou qu'il procède par acquisition puis qu'il grossit de façon importante. Puis on a eu la discussion avec lui. Suite à la discussion, on a fait le tour. C'est quoi ses objectifs? C'est quoi sa stratégie? C'est quoi ses risques? C'est qui ses joueurs clés? Hein? Mais on est venu à la conclusion qui dit, je vais procéder par acquisition, je vais acheter un gros dans mon secteur. Si moi, je suis le deuxième ou le troisième, je vais essayer de regarder d'acheter le quatrième, le cinquième, pour aller me chercher une masse critique importante pour faire mon processus pour être mieux positionné dans mon marché, être mieux positionné dans mon industrie. J'ai les joueurs en place pour
faciliter cette intégration-là, mais ma relève ne sera pas une relève interne. À ce moment-là, on lui a demandé si tu es le plus gros de ton secteur ou si tu es le deuxième plus gros de ton secteur, ça devient qui ton acheteur potentiel? Parce que là, tu comprends que tu deviens une cible où les acheteurs potentiels deviennent un peu plus restreints. On est plus difficile, on est une cible qui est peut-être un peu plus difficile à atteindre que si on est plus petit. Dans la discussion qu'on avait eue avec lui, on avait déjà identifié 4, 5 acheteurs potentiels dans des secteurs connexes. On parlait tantôt d'intégration horizontale, donc qui pourraient, à cause de cette nouvelle taille d'entreprise-là, post-acquisition, devenir une cible intéressante pour ces joueurs-là. Donc, vous voyez toute la stratégie, l'objectif a été amené à terme. OK, oui, on le faisait pour bien se positionner. On veut faire l'acquisition pour bien se positionner dans nos opérations, dans le marché actuel. Mais à terme, est-ce que ça vient compromettre mes chances de sortie? Puis dans ce cas-là, non. C'est de quoi ça peut probablement même favoriser sa sortie au moment de la vente de l'entreprise. Maintenant, du côté vendeur, êtes-vous prêts, les vendeurs? Bon, on parle encore ici de définir ses objectifs, ses critères, votre stratégie. Je vous rassure tout de suite, c'est le seul point qui est identique là, avec la préparation de l'acheteur. Mais la préparation est importante, la réflexion pour le vendeur est importante. C'est quoi nos objectifs en termes de dollars, de valeur d'entreprise, de rapidité d'exécution, de confidentialité de la démarche, de période de transition qu'on va vouloir accorder, du type d'acheteur qu'on va vouloir cibler. Est-ce qu'on va vouloir vendre à notre plus gros compétiteur qui peut-être va être prêt à payer un peu plus cher qu'un autre, par exemple, mais est-ce que ça vient compromettre l'information confidentielle? Est-ce qu'on est prêt à partager cette information confidentielle-là à notre plus gros compétiteur? Faites la réflexion, bien définir vos objectifs, puis faites l'exercice régulièrement. Il n'y a rien de coulé dans le ciment à ce niveau-là. Posez-vous les questions, puis remettez-vous en question si vos objectifs de sortie sont toujours les mêmes, année après année. Évidemment, évaluez la valeur de votre patrimoine. Vous avez besoin d'argent. Combien d'argent pour vivre à la retraite? Le savez-vous? L'avez-vous compté? L'avez-vous quantifié? Puis je vous dirais que un des aspects importants de l'augmentation des opportunités qu'on constate actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, en période de crise, ont pris un peu de recul. Ils ont fait l'analyse de leur portefeuille, de leur patrimoine, puis ont dit, avec ça, je suis à la mesure, je suis prêt à prendre ma retraite. Est-ce que j'en ai nécessairement besoin de plus? Donc, est-ce que c'est un bon timing pour vendre à partir de là? J'ai encore une entreprise qui est solide, qui est intéressante. Pourquoi je ne passerai pas à l'action tout de suite? Donc, la valeur du patrimoine est souvent un bon élément ou un bon indicateur à savoir si je suis prêt à vendre mon entreprise. Puis évidemment, quand on parle de valeur de patrimoine, ça comprend la valeur des actions de notre société. Connaissez-vous la valeur de votre entreprise? Savez-vous c'est quoi les facteurs qui créent de la valeur, qui sont favorables ou défavorables à la valeur de votre entreprise? Puis en même temps, je vous dirais, si vous l'évaluez la veille ou l'avant-veille de vendre votre entreprise, il est déjà trop tard pour prendre action pour donner de la valeur à votre entreprise. Si vous dites, il me semble que mon entreprise, elle devrait valoir plus cher que ça. Mais non, parce que pour telle X, Y, Z raison, on n'est pas en mesure de valoriser de façon importante ou d'atteindre une valeur qui pourrait répondre à vos attentes ou vos aspirations. Mais si on fait l'exercice un peu plus longtemps d'avance, les personnes qui vont faire l'évaluation de votre entreprise vont être en mesure de vous dire, si tu travailles sur cet aspect-là, si tu travailles sur cet aspect-là, autant au niveau de ta rentabilité que dans la gestion ou l'appréciation du risque, mais tu pourrais augmenter ta valeur de X, Y pourcentage. Puis là, ça va peut-être t'amener à l'endroit où ce que tu veux pour la préparation de ta retraite.
Moi, ce que je vous dis, c'est qu'un processus d'évaluation d'entreprise devrait faire partie intégrante d'un processus de réflexion stratégique. Parce que la valeur de votre entreprise, dépendamment si vous êtes à l'endroit où ce que vous voulez ou non, mais elle va peut-être dicter les actions que vous allez prendre dans les prochaines années. Est-ce qu'on va être en mode croissance ou on va être en mode maintien de sécuriser la valeur déjà accumulée? Puis là, encore là, la décision vous revient. Mais au moins, soyez conscient de la valeur qu'éventuellement vous pourrez obtenir sur le marché pour la valeur de votre société. Structurez-vous de manière fiscalement responsable. Puis là, je ne suis pas fiscaliste, puis je ne veux pas faire un exposé sur la fiscalité ce matin avec vous. Mais ce qu'on remarque malheureusement trop souvent, c'est qu'il y a encore beaucoup d'entreprises dont la totalité des actions sont détenues par une gestion et non par l'individu. Ce qu'il faut savoir, encore là, je ne suis pas fiscaliste, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir droit à l'exemption du gain en capital, qui représente quand même des montants importants, l'exemption du gain en capital, c'est un privilège qui est accordé seulement aux particuliers et non aux entreprises. Donc, pour pouvoir en bénéficier, c'est les actions qui sont détenues par l'individu, le particulier, qui sont admissibles à l'exemption du gain en capital. Donc, si c'est votre gestion qui les détient en totalité, mais la gestion elle-même n'aura pas droit à l'exemption du gain en capital, sauf évidemment là, si on vend les actions de la gestion, mais là, ça l'amène toute une autre problématique de validation et de qualification de l'entreprise. Il y a peut-être également moyen d'optimiser votre fiscalité par l'utilisation de fiducie. Encore là, je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais informez-vous auprès de vos conseillers si aujourd'hui, si vous aviez à vendre votre entreprise, est-ce que vous êtes fiscalement structuré pour optimiser les sommes que vous allez encaisser après impôt là, dans un contexte de transaction d'entreprise. Faites le ménage. Moi, chez nous, j'essaye de faire le ménage à toutes les semaines, puis une fois par année, je vais faire le grand ménage. Je ne fais pas le ménage juste quand mes beaux-parents passent à la maison, parce qu'en plus, de toute façon, ils ne s'annoncent pas nécessairement tout le temps. L'idée derrière ça, c'est assurez-vous que votre information financière est en ordre, votre livre des minutes est en ordre. Tantôt, on avait une question, comment on peut accélérer le processus, réduire les délais? Si votre entreprise est déjà prête, si l'information est déjà bien classée, à jour, ça va être d'autant plus facile dans la transmission de l'information à notre acheteur potentiel. J'ai travaillé dernièrement une entreprise quand même d'une taille importante qui est en processus de transaction. On doit avoir passé 3 mois à faire le ménage, sortir l'information, trouver l'information qu'on avait besoin. L'entreprise était mal structurée, était mal organisée dans ses informations. Fait que ce qu'on a fait avec elle, avant même d'aller sur le marché, un acheteur potentiel va te demander toutes ces informations-là. Es-tu en mesure de me les fournir aujourd'hui? Ça a pris 3 mois avant qu'elle soit en mesure de me fournir toutes les informations qu'on pense que notre acquéreur potentiel va demander au minimum. Et ça, on a été chanceux dans ce cas-là parce qu'on a fait l'exercice avant d'aller sur le marché parce qu'on se doutait très bien que l'entreprise n'était pas... ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait son ménage. On va dire ça comme ça. Mais si le ménage avait été fait, mais vous voyez, on aurait pu commencer le processus probablement 3 mois d'avance. Un ménage qui est fait va réduire les délais, puis ça va vous donner la perception à un acheteur que l'entreprise est bien gérée, elle est bien menée, donc réduction au moins un petit peu de la perception du risque dans le contexte de l'entreprise. Puis évidemment, assurez-vous que la rentabilité qui est présentée représente le reflet réel de la performance de la société. S'il y a des éléments de nature exceptionnelle qui surviennent d'une année à l'autre, en faisant votre ménage, identifiez-les à chacune des années. Comme ça, quand le temps viendra devant l'entreprise,
mais vous aurez un petit dossier qui disait, ben oui, en 2018, j'ai refait le toit de ma bâtisse. Ça a coûté X dollars, ça ne reviendra plus. Puis j'ai eu des honoraires professionnels en 2019 pour une réorganisation financière. Ça a coûté 20 000 exemple, qui ne reviendront pas nécessairement. Fait que faites le suivi, le listing de ça. Ça va accélérer le processus, ça va faciliter les discussions de la transaction. Évidemment, il y avait une question sur une liste de choses à faire. Tu viens de donner quelques exemples. En as-tu d'autres pour faire un bon ménage, pour être prêt et diminuer les délais? Être prêt, si on veut pousser l'exercice à l'extrême, si le processus de vente est imminent, des fois, ce que j'aime faire, c'est de faire ce qu'on appelle une vérification diligente pré-vente. C'est-à-dire de dire, ben, éventuellement, l'acheteur, il va avoir sa série d'informations qu'il va te demander. Je n'ai pas la liste de l'acheteur encore, mais on a une bonne idée à 80-90% de ce qu'il va te demander. Fait qu'on peut la regarder ensemble et s'assurer que ça soit rencontré préalablement à la vente. Ça, c'est dans un cas de vente qui est peut-être imminent. Mais dans le quotidien, livre des minutes, des états financiers qui sortent, ça ne prend pas 3 mois de sortir vos états financiers internes, par exemple. Est-ce que vos CAPEX sont à jour? Est-ce que vos investissements, vous avez maintenu vos investissements régulièrement là, dans votre entreprise? Si vous avez des dépenses de nature exceptionnelle, listez-les au fur et à mesure. J'ai même des collègues là, qui suggèrent de créer un compte distinct là, dans vos états financiers internes quand c'est un élément exceptionnel ou extraordinaire. Comme ça, il est facile à isoler au moment de la transaction. Êtes-vous à jour sur votre convention collective, s'il y en a une? L'étude sur l'équité salariale, est-ce qu'elle a été faite? Est-ce que vos taux de CSST ont été revus? Vos assurances ont-elles été renégociées? Sont-elles à jour? Et là, on va loin, on va très plus dans le détail, là. Mais chose qu'un acheteur éventuellement va regarder. Sans nécessairement avoir un package d'informations prêt en permanence, s'assurer au moins que vous avez ces informations-là de disponibles. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. C'est quelqu'un dans le chat, donc c'est bon. Oui, il répond oui. Il répond oui, parfait. Puis évidemment, ben, planifiez le après, ayez un plan de sortie, un plan de retraite. Vous êtes tous des entrepreneurs, vous êtes fortement impliqués, vous êtes actifs, vous travaillez probablement plus que 40-50 heures semaine. De tomber à zéro éventuellement, ça peut être rough. Essayez déjà de prévoir pour vous et votre conjointe aussi, là, qui ne sera peut-être pas habitué de vous voir à la maison aussi souvent, d'avoir un plan pour la suite des choses. Rapidement, avant de conclure, comment on fait pour passer à l'action quand on est un acquéreur ou qu'on souhaite faire l'acquisition d'entreprise? Je pense que la préparation est implicite, mais partagez la bonne nouvelle, faites connaître votre projet, mentionnez à vos professionnels, vos partenaires, votre comptable, votre banquier, votre planificateur financier, dans la mesure où ce n'est pas nécessairement d'enjeu de confidentialité où ça pourrait compromettre vos opérations. Là, quand on est en mode acquisition, habituellement, c'est une bonne nouvelle. Puis, ça n'a pas nécessairement d'impact négatif sur vos opérations. Partagez l'info, dites que vous recherchez, partagez-les avec votre cellule du groupement des chefs d'entreprise aussi. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de dossiers qui circulent dans le marché, mais vous comprendrez que quand on est en processus de vente, l'aspect de confidentialité est très important. Fait que, probablement que c'est très, très rare que vous voyez des dossiers ou des entreprises à vendre qui sont diffusés de façon masse ou de façon très, très, très large ou générale. Généralement, les gens qui vont être en vente d'entreprise vont essayer de cibler des acheteurs qui connaissent ou qui ont déjà été préidentifiés. Donc, si votre projet est connu,
au moins par votre garde rapprochée, mais ça peut aider à faire connaître vos intentions, vos intérêts. Je vous dirais d'en parler aussi à des gens, si vous n'en avez pas dans votre entourage de professionnels. Parlez-en des gens qui font de la transaction d'entreprise, qui soient au courant que vous êtes un acheteur actif ou que vous avez une volonté de faire l'acquisition d'entreprise. Comme je vous disais, si moi je reçois un mandat, une fois j'ai rencontré un client qui cherchait une entreprise dans un secteur X. On n'avait pas d'entreprise à vendre dans ce secteur-là en particulier, mais j'avais un associé qui avait un ami qui n'était pas client nécessairement chez nous, mais qui avait une entreprise dans ce secteur-là qui était en début de réflexion. On les a mis en contact, on les a mis en relation, ça a suscité la réflexion, ça a amené cette entreprise-là à dire oui, je suis prêt à vendre. Mais en bout de ligne, pourquoi que la discussion a eu lieu? C'est qu'on a eu quelqu'un qui a signifié un intérêt pour acheter quelque chose de précis, puis sans nécessairement avoir quelque chose sur le marché, mais on a pu amener à susciter cette discussion-là, puis à finaliser. En bout de ligne, on n'a pas eu de transaction, là, mais pour différentes raisons. Mais au moins, on est en mesure de créer cette opportunité-là pour les gens qui avaient identifié leur projet. Identifiez vos cibles. N'ayez pas peur de dire je reviens avec mon entreprise dans le secteur de la construction. Il y avait exactement le nom de la personne et de l'entreprise qu'on devait approcher et cibler. Ça peut se faire, là. Puis, soit que vous faites la démarche vous-même ou vous passez par personne interposée, dépendamment du niveau de confiance ou de confort que vous avez avec le processus. Mais vous pouvez les identifier, les entreprises que vous pensez qui pourraient être une cible intéressante d'acquisition. Je mets un bémol toutefois là-dessus, c'est que faut être patient dans ce processus-là. Ça va arriver à l'occasion que vous lâchez un coup de fil à une entreprise, puis que l'entreprise est déjà sur le marché ou on est déjà dans un processus de réflexion avancé. Mais c'est pas tout le monde qui s'informe ou qui participe à cette présentation-là aujourd'hui, puis qui est nécessairement préparé à recevoir un appel de la sorte, puis qui n'a pas nécessairement tout fait son cheminement dans sa préparation de la vente. Il faut être un peu indulgent et être patient dans le processus, puis dire, quand tu seras prêt, à la limite, lâche-moi un coup de fil, on pourra regarder ça ensemble si ça fonctionne toujours. Mais identifiez, faites les approches, puis faites des suivis réguliers. Le marché bouge continuellement. Fait que les gens avec qui vous avez partagé vos intentions, vos volontés, rappelez-les régulièrement, comme j'ai une cliente qui m'a fait dernièrement, mais peut-être donnez-vous un échéancier aux 3 mois ou 6 mois ou à toutes les années, à la limite, dire, regarde, mes objectifs n'ont pas changé, je suis toujours à la même place, je suis toujours en recherche, oublie-moi pas, si tu vois quelque chose, pense à moi. Yann, on a quelques questions là, par rapport justement aux acquisitions. Est-ce qu'il y a des éléments différents pour faire des acquisitions aux États-Unis, selon ta connaissance? À considérer. Des éléments différents pour faire des acquisitions aux États-Unis. C'est sûr que on peut avoir un enjeu au niveau du financement. Habituellement, c'est difficile pour une banque d'ici de financer une acquisition aux États-Unis. Donc, habituellement, on va essayer de trouver une façon de financer la transaction avec une banque américaine. Il va y avoir certains enjeux particuliers de la fiscalité, parce qu'il y a une fiscalité par État, par exemple, qui peuvent être différentes. Donc, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Historiquement, les multiples aux États-Unis sont un petit peu plus élevés pour différentes raisons, là, mais il y a la notion de perception de risque. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les multiples aux États-Unis sont un petit peu plus élevés. Faire attention également à votre taux de change. Moi, je me rappelle d'une transaction que le prix qu'on a fait une transaction, je ne me rappelle pas exactement de la date, là, mais on a fait un gain d'à peu près 10% sur la transaction juste à cause du délai entre le moment où on a eu notre poignée de main et qu'on était en mesure de compléter la transaction puis mettre en place le financement. Le taux de change avait tellement varié que notre prix avait joué de 10%. Là. Ça avait été en notre faveur dans ce cas-là, c'était correct, là, mais c'est un élément qu'il faut prendre en considération. Sinon, le processus en tant que tel, là, je vous dirais, est sensiblement le même, mais rapidement, c'est les éléments là, qu'on a pu voir là, dans les transactions où on a accompagné nos clients aux États-Unis dans les dernières années. C'est les éléments particuliers là, qu'on avait soulevés. Là.
Il y avait également une autre question par rapport à l'acquisition d'un compétiteur. C'est quoi les avantages ou les inconvénients de l'approcher directement ou de passer par une firme, selon toi? Bien, ça dépend. Ça dépend comment. C'est quoi votre relation avec votre compétiteur? Parce que des fois, on est compétiteur, mais on est sur les mêmes regroupements d'associations, on se connaît, il y a un respect qui est mutuel. Je vous dirais, analysez le niveau, la relation que vous avez avec ce compétiteur-là. Puis si vous pensez que vous êtes en mesure d'avoir une discussion franche et directe avec lui, qui est cordiale, bien, je vous dirais, faites-le directement parce que vous allez avoir le son de cloche assez rapidement. Si on est compétiteur, on n'est pas capable de se sentir, là, je pousse ça à l'extrême, mais c'est peut-être préférable de passer par quelqu'un d'externe, puis quelqu'un d'externe qui va faire l'approche, qui va le dire, j'ai à t'approcher, j'ai un mandat de quelqu'un, je ne cherche pas un mandat de votre côté, j'ai déjà un mandat de mon client qui veut faire une acquisition, il est dans votre secteur d'entreprise, il pense que ça peut être une bonne chose qu'on travaille ensemble. À la limite, on pourrait même s'avancer pas sur une valeur, mais sur des multiples de valeurs. Êtes-vous intéressé à engager les discussions dans un contexte très confidentiel? On ne partage pas beaucoup d'infos, puis on essaie d'encadrer le processus en fonction, parce que c'est toujours délicat dans les contextes de transactions, de compétiteurs directs, hein, la sensibilité de l'information financière va emmener certains enjeux qu'on est capable d'adresser, mais c'est un peu les deux façons de faire. Ce que j'ai actuellement, c'est vraiment le compétiteur qui avait approché un de nos clients. Il a dit, OK, c'est beau. On a enclenché le processus. Puis là, on est intervenu, nous, dans le processus comme professionnel pour justement bien encadrer l'information qui est divulguée, la valorisation, puis toute la structure de transaction pour minimiser l'impact sur l'information confidentielle là, qui aurait pu être transférée. Là. Mais c'est vraiment du cas par cas. Analysez la relation que vous avez avec votre compétiteur, puis jugez qu'est-ce que vous jugez qui est plus simple à partir de là. Là. Mais il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Là, c'est vraiment du cas par cas. Puis dans l'optique où quelqu'un l'approche directement parce qu'il y a une bonne relation, est-ce qu'il y a des avantages ou une plus-value à faire ça au niveau de la transaction? Bien, il faut le voir par après. Habituellement, votre compétiteur, techniquement, il devrait être prêt à payer peut-être une prime supplémentaire pour votre entreprise parce qu'il vient chercher quelque chose, hein, votre compétiteur. Il va venir chercher bien, soit votre marché, votre main-d'œuvre, vos produits spécifiques, votre expertise spécifique, les territoires que vous avez, une partie ou l'ensemble de ces réponses-là. Le fait que ça soit votre compétiteur, ça peut être une bonne chose. En même temps, j'ai vu bon nombre d'entrepreneurs qui ne voulaient rien, mais rien savoir de vendre à leurs compétiteurs, indépendamment du chiffre qu'ils mettaient sur le chèque. Là, c'est vous qui allez le décider. Mais si vous voulez vendre à un compétiteur, ben, il faut que vous soyez conscient que, ça se peut que ça dénature un petit peu votre organisation. Fait que si vous n'êtes pas prêt, si le nom sur votre pancarte d'entreprise est important, ça se peut que votre compétiteur, lui, il prenne l'entreprise puis il opérer, mais pas de la même que vous ou quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans le secteur l'opérait. Fait qu'il faut être prêt à ça. Il faut faire très attention à la façon dont on va gérer l'information confidentielle. Mais en même temps, je ne pense pas qu'il faut s'empêcher de regarder une transaction avec notre compétiteur juste à cause de cet élément-là. Il faut juste bien l'encadrer puis bien le définir. En bout de ligne, je vous dirais que c'est un peu les deux éléments importants qu'il faut considérer. Autre élément, on parlait de est-ce que je vais perdre des clients? Est-ce que votre compétiteur risque de perdre des clients s'il vous achète ou s'il y a des clients qui se dédoublent? Il y a peut-être cet élément-là qu'il faut faire attention. Là. Il ne sera peut-être pas prêt à... Puis je l'ai vécu dans un dossier, c'est
que on est Canadien ou Nordique, là, puis si c'est Canadien, mais j'ai peut-être un 10% de mes clients qui vont essayer de se trouver un autre fournisseur pour ces produits parce que ben moi, c'était avec Marie-Pierre que je faisais affaire, puis travailler avec Linda, ça ne m'intéresse pas. Fait que tant qu'à travailler avec Linda, je vais aller travailler avec quelqu'un d'autre, par exemple. Fait qu'il y a peut-être cette analyse-là qu'il faut se questionner avant d'aller trop loin. C'est est-ce qu'il y a des éléments dans mon entreprise qui feraient en sorte que ça viendrait tellement baisser la valeur parce que l'acquéreur compétiteur n'aurait pas, là, dans un contexte de fusion d'entreprise. Si je peux rajouter, souvent ce que j'aime faire dans des contextes de transactions avec un compétiteur, c'est bien identifier les synergies potentielles que cet compétiteur-là pourrait générer avec l'acquisition. Là, je ne veux pas faire, je vois que le temps file avance aussi, là, puis je ne veux pas faire un exposé sur la synergie ou l'importance des synergies. Mais le compétiteur est peut-être prêt à payer une prime supplémentaire pour différentes raisons qu'on a mentionnées tantôt. Quand moi, j'accompagne un client qui est en mode vente et qui cible des compétiteurs, j'essaie au préalable les synergies que lui va pouvoir générer puis d'essayer de les monnayer le plus possible. Habituellement, les synergies sont la propriété de l'acquéreur, mais en même temps, si on sait que il va gagner tant de parts de marché parce qu'il va être en mesure de faire des ventes croisées de nos produits dans ses clients et de ses produits dans nos clients, qui va sauver au niveau administratif parce qu'il va y avoir tant de postes de couper. On est en mesure d'essayer de quantifier, puis après ça, mais au moins de trouver une façon de le monnayer pour l'avantage de notre client. Merci Yann, je vais te laisser poursuivre. Je sais qu'il ne reste pas beaucoup de contenu. Les questions commencent à rentrer, donc suite à l'arrêt de l'enregistrement, on pourra prendre une belle période de questions là, avec les gens qui en ont. Bon, pour ce qui est des vendeurs, passez à l'action. Préparez-vous d'avance. Hein, soyez prêts. Puis là, vous allez me demander combien de temps d'avance il faut que je me prépare. La règle du pouce dit entre 2 et 5 ans d'avance. Moi, je vous dirais que j'ai un client qui m'a déjà dit, il dit, moi, j'ai été prêt à vendre la journée où j'ai acheté mon entreprise. Puis je trouvais que la réflexion n'était pas folle puis n'était pas mauvaise parce qu'on ne sait pas quand l'opportunité va se présenter. Une chose qui est sûre, là, à moins de la fermer ou de la donner, vous allez la vendre, votre entreprise, un jour ou l'autre. Soyez donc prêts à faire face à cette éventualité-là, parce que le moment venu, puis le moment venu, il n'est pas nécessairement toujours de votre contrôle. Hein? Il peut arriver de la maladie, de la mortalité dans vos proches, qui va faire en sorte qu'il va y avoir un élément déclencheur éventuellement qui va arriver, puis qui vous allez dire, ben, c'est là que ça se passe. Puis c'est là que je le fais. Puis si vous n'êtes pas prêt, mais vous allez être à la remorque d'un processus. Puis, comme je disais tantôt, là, pas obligé d'avoir votre dossier de vente prêt en permanence. Mais on les a vus, les points là, de préparation tantôt. Si au moins il y a un minimum qui est fait, puis que ben, qu'on sait que ce que mon patrimoine va me rapporter, que ma structure fiscale est déjà adéquate, que mon ménage a été fait régulièrement, bien, quand le moment venu arrive, l'opportunité se présente, que ce soit un facteur externe qui est déplaisant ou un acheteur stratégique qui se pointe et qui est prêt à payer une prime substantielle qui nécessite une bonne réflexion, mais au moins vous êtes prêt, puis vous prendrez action ou la décision qui en arrive en conséquence. Donc ça, c'est vraiment le point majeur pour le vendeur, pour passer à l'action. Moi, je vous dirais, faites-vous accompagner, que ce soit pour vous aider dans la définition de vos objectifs, dans la préparation de votre entreprise, dans la recherche d'acheteurs potentiels. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on est en un processus de vente, c'est très exigeant en termes d'énergie, de temps, mais vous avez encore une business à rouler et à opérer. Puis on ne voudrait pas compromettre la viabilité ou la rentabilité de votre entreprise pendant le 6 mois, 9 mois que vous focussez à essayer de vendre votre entreprise. Donc, l'accompagnement dans tout ça va vous permettre oui, d'avoir un œil sur le processus, mais aussi d'avoir quand même, de maintenir
vos 2 pieds dans les opérations, puis d'assurer d'offrir le moment venu à compléter la transaction à une entreprise là, qui n'aura pas été amputée ou qui n'aura pas été en laisser aller parce qu'on a mis nos énergies dans notre projet. Là. Donc, c'est un peu les points que je voyais pour le vendeur. En guise de conclusion, c'est pas compliqué, pour bien se préparer. Là, validez si vous êtes prêt pour faire face à ces opportunités-là de transactions d'entreprise. Ben, ayez vos objectifs, votre stratégie qui sont bien définis, que ce soit du côté de l'achat ou de la vente de l'entreprise. Hein? Préparation, organisation. Assurez-vous d'être bien préparé, puis que votre structure, votre organisation, autant personnelle que corporative, elle est à jour, puis elle est en mesure de faire face à vos objectifs que vous auriez définis préalablement. Puis évidemment, ben, ayez votre plan pour le après, que vous soyez acheteur ou que vous soyez vendeur. Gardez ça en tête. N'oubliez pas cet élément-là. Écoutez, ça fait le tour de la présentation ce matin. Je peux prendre encore plein de questions si vous voulez. J'ai essayé d'être le plus clair, succinct possible. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments que je voulais adresser avec vous. Là. Et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions là,